Quelque part sous les montagnes iraniennes, à l'instant même, des milliers de missiles balistiques sont entreposés dans des galeries creusées à 500 mètres de profondeur dans la roche dure. Il ne s'agit pas de simples installations militaires. Ce sont de véritables cités souterraines, avec des routes suffisamment larges pour laisser passer des camions, des systèmes ferroviaires automatisés capables d'acheminer les missiles vers leur position de tir, des stations de ravitaillement, des générateurs, des centres de commandement et des dizaines d'issues dissimulées sur plusieurs kilomètres de relief montagneux. Et ce qui rend tout cela encore plus troublant, c'est qu'aucun satellite, aucun avion espion, ni aucune bombe anti-bunker existante ne peut véritablement les neutraliser. L'Iran les désigne sous le nom de villes de missiles. Les services de renseignement occidentaux les décrivent comme l'un des réseaux militaires souterrains les plus sophistiqués jamais bâtis par un État à l'époque moderne. Le chef de la force aérospatiale des gardiens de la révolution iranien a un jour lancé une phrase qui a profondément inquiété les ministères de la défense occidentaux. Si nous dévoilions une ville de missiles chaque semaine, il faudrait plus de 2 ans pour toutes les présenter. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus impressionnante. Comment un pays frappé par de lourdes sanctions internationales, privé d'accès aux technologies occidentales et tenu à l'écart des circuits financiers mondiaux, a-t-il pu construire des centaines de forteresses souterraines dans chaque province du pays ? Comment ces ingénieurs ont-ils pu percer des milliers de kilomètres de tunnels dans certaines des roches montagneuses les plus résistantes de la planète ? Et comment ont-ils mis au point un système capable de tirer 5 missiles balistiques depuis un seul silo souterrain en quelques instants ? Aucun autre pays au monde n'a jamais montré une telle capacité. Ce sont précisément les questions auxquelles nous allons nous intéresser aujourd'hui. Écrivez aussi un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous pensez de la stratégie souterraine iranienne. Pour comprendre pourquoi l'Iran a consacré 40 ans à bâtir une infrastructure militaire parallèle sous ces montagnes, il faut revenir aux années 1980. La guerre Iran-Irak, qui s'est déroulée de 1980 à 1988, compte parmi les conflits les plus destructeurs du XXe siècle. L'Irak, soutenu par des puissances occidentales et doté d'armes modernes, lança des bombardements incessants contre les villes iraniennes. Téhéran, Ispahan, Chiraz et de nombreux autres centres urbains furent frappés à répétition. Les sites militaires iraniens situés en surface furent anéantis avec une grande facilité. Les dirigeants iraniens retinrent alors une leçon brutale de cette guerre. Tout ce qui est construit à ciel ouvert peut être détruit. Tout ce qui peut être repéré depuis les airs devient une cible. Si l'Iran voulait survivre à une guerre future contre des adversaires disposant d'une supériorité aérienne écrasante, il ne pouvait pas miser uniquement sur des défenses visibles. Il devait se cacher sous terre. En 1984, alors que la guerre contre l'Irak se poursuivait encore, l'Iran construisit sa première base souterraine de missiles près de Kermanshah. Cette installation devait servir à dissimuler des missiles Scud obtenus auprès de la Libye et de la Corée du Nord. Elle était primitive comparée aux installations actuelles, mais elle posa le principe central qui allait guider la stratégie militaire iranienne pendant les 4 décennies suivantes: placer les armes là où l'ennemi ne peut pas les voir. Après la fin de la guerre en 1988, l'Iran lança en 1989 ce qu'il appela l'initiative de défense passive. Il ne s'agissait pas d'un programme d'armes. C'était avant tout un immense programme de construction. Le concept était simple, mais extrêmement ambitieux. Transférer les installations militaires les plus sensibles, les stocks de missiles et les centres de commandement au cœur des chaînes montagneuses qui traversent le pays. Les monts Zagros à l'ouest, les monts Alborz au nord, ainsi que les reliefs du sud proches du détroit d'Ormuz, offraient tous des forteresses naturelles idéales. Des centaines de mètres de roches compactes au-dessus de ces installations signifiaient qu'aucune bombe conventionnelle, et peut-être même aucune arme nucléaire, ne pourrait facilement atteindre les structures enterrées en dessous. Au fil des 2 décennies suivantes, ce projet devint l'un des plus vastes programmes de construction militaire souterraine jamais entrepris. L'Iran ne s'est pas contenté de creuser quelques bunkers. Il a édifié une véritable infrastructure militaire souterraine, province après province, montagne après montagne, tunnel après tunnel. Cette stratégie répondait à une réalité géopolitique froide. L'Iran est encerclé par des bases militaires américaines dans presque toutes les directions.
Les États-Unis disposent d'installations au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, en Irak, en Afghanistan, en Turquie et dans l'ensemble du Golfe Persique. Israël, principal adversaire de l'Iran, possède l'une des forces aériennes les plus performantes de la planète. L'Iran savait qu'il ne pourrait jamais rivaliser avec les capacités aériennes américaines ou israéliennes dans un affrontement classique. Il ne pourrait ni dominer le ciel, ni remporter une guerre aérienne conventionnelle. Sa seule option pour survivre consistait à garantir qu'après même une première frappe d'une intensité extrême, il disposerait encore d'assez d'armes cachées sous terre pour lancer une riposte dévastatrice. C'est cette doctrine qui a donné naissance aux villes de missiles. Alors, à quoi ressemble réellement une ville de missiles ? Selon les images satellites, les vidéos rendues publiques et les analyses d'experts militaires internationaux, ces installations dépassent largement l'idée de simples tunnels ou de bunkers isolés. Il s'agit de complexes militaires souterrains autonomes, équipés d'infrastructures qui pourraient rivaliser avec celles de petites villes situées en surface. Une ville de missiles classique est creusée profondément dans une chaîne montagneuse. Ces tunnels peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres, avec de nombreuses ramifications, salles et niveaux différents. Certains seraient assez vastes pour permettre à 2 grands camions de se croiser sans difficulté. Les plafonds des galeries principales sont assez élevés pour laisser passer des missiles balistiques dressés verticalement sur leurs véhicules lanceurs mobiles. Dans ces tunnels, les missiles sont entreposés sur des lanceurs mobiles routiers appelés TEL pour transporter Erector Launcher. Ce sont, en pratique, d'immenses camions conçus pour transporter, déplacer et tirer des missiles balistiques. Ces véhicules lanceurs peuvent circuler dans les galeries, sortir par l'une des ouvertures camouflées dans la montagne, se placer en position de tir, lancer leurs missiles, puis retourner sous terre avant que les satellites ou les avions ennemis ne puissent réagir. Mais l'Iran a développé cette idée à un niveau bien plus avancé que la plupart des autres pays. En 2020, des images ont montré un système ferroviaire souterrain automatisé à l'intérieur de l'une de ces villes de missiles. On y distinguait des missiles balistiques installés verticalement dans ce qui ressemblait à un magasin souterrain automatisé. 5 missiles balistiques de moyenne portée, EMAD apparaissaient sur un même wagon, prêt pour un tir vertical. Le système ferroviaire déplace les missiles dans la galerie jusqu'à un puits de lancement. Après le tir d'un premier missile, le dispositif ferroviaire place automatiquement le missile suivant en position. Cela permet à l'Iran de lancer plusieurs missiles depuis un seul silo souterrain en succession rapide, les uns après les autres, comme les munitions d'une arme alimentée par chargeur. Aucun autre pays n'a publiquement démontré un système comparable. Aux États-Unis, en Russie et en Chine, un silo souterrain contient en général un seul missile balistique intercontinental. Le dispositif iranien ressemble davantage à un lanceur automatisé capable de maintenir une salve continue depuis un emplacement dissimulé. Chaque ville de missiles disposerait de sa propre source d'énergie indépendante, probablement assurée par des générateurs diesel, capables de fonctionner même après la destruction du réseau électrique civil. Des zones de ravitaillement se trouvent à l'intérieur des tunnels, permettant de préparer les missiles à carburant liquide au lancement sans jamais les exposer à l'air libre. Des systèmes de ventilation assurent un air respirable aux soldats et aux techniciens présents dans ces installations. Des réseaux de communication permettent aux bases de rester coordonnées avec le commandement militaire central iranien. Les entrées de ces sites représentent leur point le plus fragile et l'Iran les a donc conçus avec une attention particulière. Chaque ville de missiles possède plusieurs accès, parfois des dizaines, dispersés sur de grandes zones montagneuses. Ces ouvertures sont recouvertes de béton et de terre afin de se confondre avec le paysage. Sur les images satellites, elles peuvent ressembler à des éléments naturels du terrain. Si une entrée est frappée et détruite, les autres demeurent opérationnels. Les tunnels internes relient ces accès entre eux, ce qui signifie que la perte d'un seul passage ne suffit pas à neutraliser la base. En mars 2025, une vidéo a montré le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri, ainsi que le commandant de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, circulant dans d'immenses galeries bordées de lanceurs mobiles transportant des missiles avancés. Ces images montraient une grande variété d'armements stockés dans une seule installation, notamment des missiles balistiques à carburant solide,
Keibar Shekan et H-Qassem, des missiles balistiques à carburant liquide Gadrash, et Emad, des missiles de moyenne portée, Sejil, ainsi que des missiles de croisière d'attaque terrestre, Pavet. Dans une seule image de la séquence, au moins 78 missiles pouvaient être distingués, tandis que les galeries se prolongeaient bien au-delà du champ de la caméra. Les villes de missiles ne représentent qu'une partie du réseau militaire souterrain iranien. L'Iran a aussi construit des bases aériennes souterraines, des bases navales enfouies et des installations dédiées aux drones sous terre, créant une infrastructure militaire presque entièrement invisible depuis la surface. La base aérienne souterraine la plus connue est l'installation Ogab 44, située dans les montagnes au nord du détroit d'Ormuz, dans la province d'Hormozgan. Sa construction a débuté dans les années 2010 et elle n'a été présentée publiquement que récemment. Elle est conçue pour abriter des avions de chasse pilotés, notamment des F-4 Phantom et des F-5, puis les faire sortir afin qu'ils puissent remplir leur mission. Cette base comprend des pistes, des hangars de maintenance, des réserves de carburant et des dépôts d'armement, le tout aménagé à l'intérieur de la montagne. Ce point est essentiel, car l'armée de l'air iranienne dépend encore largement d'appareils datant des années 1970, hérités de l'époque précédant la révolution islamique, lorsque l'Iran entretenait des liens étroits avec les États-Unis. Ces avions ne peuvent presque pas être remplacés. En raison des sanctions, l'Iran ne peut pas acquérir de nouveaux avions de combat occidentaux. Préserver ceux dont il dispose reste donc une priorité vitale. Pendant le conflit de juin 2025 avec Israël, le commandement iranien aurait déplacé ses appareils les plus précieux vers des abris souterrains avant le déclenchement des frappes. Le résultat fut frappant. Après 2 semaines d'hostilité, un seul F-5 opérationnel aurait été détruit. L'Iran a également aménagé des bases navales souterraines le long des côtes du golfe Persique et du golfe d'Oman. Ces installations abritent sa flotte de petits bateaux d'attaque rapides et de navires lance-missiles. La doctrine navale iranienne repose sur ce que les analystes qualifient souvent de flotte moustique, des centaines de petites embarcations rapides capables d'encercler des navires ennemis plus grands, de tirer des missiles, puis de se replier dans des abris dissimulés le long du littoral. Les bases navales enterrées permettent à ces bateaux d'être cachés, réapprovisionnés et déployés sans être repérés depuis les airs. De grands drones de reconnaissance et d'attaque sont également stockés sous terre, avec toute l'infrastructure nécessaire, notamment des accès à des pistes, des stations de maintenance protégées et des dépôts d'armes. Les drones iraniens de la famille Shahed, devenus très connus à l'échelle internationale en raison de leur utilisation dans différents conflits, sont entreposés et lancés depuis ce type d'installation. L'ampleur de ce programme souterrain est impressionnante. En additionnant les villes de missiles, les bases aériennes, les bases navales et les installations pour drones, l'Iran a en réalité construit une infrastructure militaire parallèle qui existe presque entièrement sous la surface. Le pays, visible depuis l'espace, n'est pas celui qui riposte en cas de guerre. La puissance militaire réelle se trouve cachée sous terre. L'un des éléments les plus étonnants du programme souterrain iranien est que la majorité de ces ouvrages a été construite alors que le pays subissait certaines des sanctions économiques les plus sévères de l'histoire récente. Pendant des décennies, les sanctions occidentales ont limité l'accès de l'Iran aux technologies avancées, aux machines lourdes, aux équipements de chantier et aux systèmes financiers internationaux. Alors, comment l'Iran a-t-il réussi à bâtir des centaines de complexes militaires souterrains sans disposer librement des outils et technologies dont beaucoup d'autres pays bénéficient? La réponse tient à plusieurs facteurs combinés. Premièrement, l'Iran dispose d'un solide savoir-faire national en génie civil, en exploitation minière et en creusement de tunnels. La géographie du pays, dominée par de vastes massifs montagneux, a toujours rendu nécessaire la construction de tunnels pour les routes, les réseaux d'eau et les chemins de fer. Depuis plus d'un siècle, les ingénieurs iraniens percent des montagnes pour des projets civils. Ces mêmes méthodes et compétences ont ensuite été adaptées à des usages militaires. Deuxièmement, l'Iran aurait bénéficié très tôt d'un appui important de la Corée du Nord. Dans les années 1980, Pyongyang aurait transmis à Téhéran des connaissances liées à la construction de tunnels et de silos. La Corée du Nord est considérée comme l'un des pays les plus expérimentés au monde en matière d'infrastructures militaires souterraines.
ayant creusé d'immenses réseaux de tunnels sur la péninsule coréenne pendant des décennies. Ce transfert de savoir-faire aurait fourni à l'Iran une base technique précieuse. Troisièmement, la Chine a joué un rôle discret mais notable. Des entreprises chinoises de construction et d'ingénierie ont participé à plusieurs projets d'infrastructure en Iran, et la frontière entre les tunnels civils et militaires peut parfois être très fine. Plus récemment, certains rapports ont affirmé que l'Iran s'appuie sur des chaînes d'approvisionnement chinoises pour obtenir des matériaux et des composants nécessaires à ses programmes de missiles et de construction souterraine. Quatrièmement, l'Iran a beaucoup investi dans la formation de ses propres ingénieurs et dans le développement de ses propres engins de chantier. Lorsque les entreprises étrangères se sont retirées à cause des sanctions, des sociétés iraniennes ont pris leur place. Le même scénario observé sur l'autoroute Téhéran Nord, où des entrepreneurs chinois et sud-coréens sont partis avant que des entreprises iraniennes ne terminent les travaux, s'est reproduite à une échelle bien plus vaste dans le programme militaire souterrain. Les techniques de construction utilisées combinent des méthodes minières classiques et une ingénierie plus moderne. Le forage et l'explosif servent à ouvrir la roche dure. Des tunneliers, parfois fabriqués localement et parfois obtenus par des intermédiaires, sont employés pour les sections longues et régulières. Les roches et déblais extraits sont dispersés sur de vastes zones afin de réduire les traces visibles par les satellites de surveillance. Cependant, les analystes militaires soulignent qu'il est impossible de cacher totalement des travaux d'une telle ampleur face aux capacités satellitaires actuelles. Ce qui rend ce programme difficile à neutraliser, c'est surtout son étendue et sa dispersion. Même si les services de renseignement identifient certaines installations, le réseau est si vaste et réparti sur tant de provinces qu'il faudrait une campagne de milliers de frappes pour espérer tout détruire. Une telle opération serait extrêmement complexe, même pour la puissance militaire la plus avancée au monde. Tout ce que l'Iran avait enterré sous ces montagnes a été mis à l'épreuve lors des crises et conflits de 2024 et 2025. En octobre 2024, Israël a frappé plusieurs infrastructures militaires iraniennes. Puis, en juin 2025, une guerre de 12 jours a opposé l'Iran et Israël, tandis que les États-Unis ont également attaqué des installations nucléaires iraniennes. Ce furent les premières occasions où les fortifications souterraines iraniennes furent confrontées à des attaques militaires de grande ampleur. Les résultats furent significatifs. Les frappes israéliennes et américaines causèrent de lourds dégâts aux installations visibles en surface. Les systèmes de défense anti-aérienne, certains lanceurs de missiles, et les infrastructures nucléaires situées au-dessus du sol ou à faible profondeur furent fortement touchés. Selon certaines estimations, environ 2/3 des lanceurs de missiles balistiques iraniens et entre 1/3 et la moitié de son arsenal balistique auraient été détruits ou endommagés. Ce fut un revers majeur, mais le cœur souterrain du dispositif aurait résisté. L'analyse d'images satellites suggère que certaines bases ont pu être temporairement paralysées au niveau de leurs accès de surface, mais que les équipements protégés dans les complexes enfouis auraient largement survécu. Le responsable iranien de la défense passive a expliqué que la priorité accordée aux moyens aérospatiaux et balistiques avait guidé 2 décennies de planification pour les villes de missiles et les dépôts construits dans les montagnes. Il a affirmé que seuls quelques dégâts mineurs et réparables avaient touché certains points d'accès. Pendant la guerre de 12 jours, l'Iran a répliqué en lançant plus de 500 missiles balistiques vers Israël en l'espace d'une semaine. Le fait que l'Iran ait encore pu tirer un tel nombre de missiles, après avoir subi des frappes majeures, a montré que son infrastructure souterraine avait rempli la mission pour laquelle elle avait été conçue, préserver une capacité suffisante pour mener une riposte massive. Après ces affrontements, l'Iran a intensifié ses travaux souterrains. Les images satellites montrent des entrées de tunnels près de sites nucléaires recouvertes de terre et de béton. De nouvelles structures de protection, que certains analystes décrivent comme des sarcophages de béton, sont en cours d'installation au-dessus d'infrastructures sensibles. Les accès aux tunnels de montagne proches des sites d'enrichissement sont renforcés et durcis. L'armée iranienne a déclaré que son programme de missiles avait gagné plusieurs années d'avance, grâce aux enseignements tirés du conflit. Le numéro 2 des gardiens de la révolution a affirmé que l'arsenal iranien était désormais rempli et que le pays possédait plus de 30 types de missiles et de systèmes de défense.
Le chef de la défense passive a déclaré que l'ombre de la guerre avait été présente dès le début de leurs activités et que les sites sensibles avaient été conçus dès l'origine pour être placés dans des lieux souterrains, protégés sous les montagnes. Le programme souterrain iranien ne ralentit donc pas. Il prend de la vitesse. Le pays construit des installations plus profondes, plus robustes et mieux dispersées qu'auparavant. Son objectif est de garantir que, quelles que soient les frappes subies et quel que soit le nombre d'installations de surface détruites, sa capacité de riposte restera préservée sous des centaines de mètres de roches. Pour les adversaires de l'Iran, cela pose un problème stratégique presque insoluble. On peut bombarder ce que l'on voit, mais comment éliminer ce que l'on ne parvient pas à localiser ? Comment neutraliser des centaines de sites dispersés sur des milliers de kilomètres de relief montagneux, enterrés à une profondeur telle que même les bombes conventionnelles américaines les plus puissantes ne peuvent pas les atteindre? C'est cette question qui préoccupe les planificateurs militaires à Washington, Tel Aviv et Riyad. Voilà donc comment l'Iran, un pays sanctionné et largement isolé, a bâti l'un des réseaux militaires souterrains les plus remarquables de l'histoire contemporaine. Des centaines de villes de missiles dissimulées dans les montagnes de chaque province, remplies de milliers de missiles, protégées par des centaines de mètres de roches et reliées par des tunnels s'étendant sur des milliers de kilomètres. C'est l'un des projets de construction militaire les plus ambitieux jamais réalisés, et pourtant la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler.